Soyez les bienvenus au Zoo de Mulhouse. Cette semaine, préparez vos passeports, nous partons pour l'Afrique. Pierre Moisson sera notre guide, c'est un fervent défenseur des lémuriens de Madagascar. Il nous expliquera la mission du zoo qui dépasse la simple conservation des espèces. Ce zoo se découvre de plusieurs manières. J'ai testé pour vous les visites à thème. Au programme, les animaux de la région indo-malaise, les plantes remarquables, les coulisses des soins vétérinaires et pour vos petites têtes blondes, un moyen inoubliable de fêter son anniversaire. Jean-Paul Jardinier nous parlera de fraises et de panais. Du côté d'ici, au Zoo de Mulhouse, c'est tout de suite. Alors il s'agit d'un jeune flamant rose qui est né en incubateur, donc on prélève chaque année tous les œufs de flamant rose pour éviter la prédation et les remettre à l'éclosion, donc lorsque le poussin va sortir de l'œuf. Et là les parents, donc flamant rose, dans la colonie vont les élever. Malheureusement on a eu un souci avec l'adoption de cet œuf-là qui est devenu ce flamand-là. Voilà, ils n'ont pas accepté le fait que l'on remette l'œuf, ils ont abandonné le nid. Donc on a préféré quand même assurer la survie du poussin qui était déjà là et donc de l'élever à la main. Voilà, donc il a été élevé par Jean-François, chef animalier, son papa poule. Après, l'objectif, une fois qu'il sera de taille adulte, c'est de le remettre donc, avec toute la colonie. Bon, par chance, c'est une espèce qui ne s'imprègne pas trop, donc il ne reste pas trop en lien avec l'homme. Il va progressivement oublier Jean-François. Donc Jean-François en profite là, mais voilà. Quelle tristesse! Voilà. Et là, qu'est-ce que vous allez lui faire? Donc on va l'identifier. Pour l'instant, il n'a pas de carte d'identité. On va lui mettre une puce. C'est le même type de puce électronique que l'on utilise pour identifier les chiens, les chats à l'heure actuelle et que les vétérinaires proposent. Sauf qu'en zoo, ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années qu'on le pratique et qui restera à vie au fait, dans l'animal et qui, une fois qu'il sera éventuellement échangé avec un autre parc lorsqu'il partira ailleurs, qui restera. Bonjour Pierre! Bonjour Caroline. Alors, j'ai remarqué une quantité de changements dans ce zoo de Mulhouse. Si vous n'y êtes pas venu depuis 2 ans, on va dire, ça a entièrement changé. On poursuit l'embellissement, toujours pour donner aux gens l'envie de voyager, de voir les animaux de plus près, dans des conditions beaucoup plus naturelles. Donc on est sur une passerelle par exemple qui permet aux gens maintenant de voyager sur l'eau et de voir les îles à lémuriens. Donc un petit voyage à Madagascar sur la gauche et sur l'Afrique sur la droite avec les flamants roses maintenant, beaucoup plus accessibles pour les gens. L'histoire de ce zoo, on peut peut-être en parler. Comment est arrivé ce zoo ici à Mulhouse? Le zoo a fêté ses 141 ans cette année, donc c'est la Société industrielle de Mulhouse qui en 1868 en fait a voulu créer un parc pour permettre à tous les gens qui passaient leur semaine à travailler dans les usines de venir dans un lieu blanc, vert, naturel en tout cas, où ils n'allaient pas passer leur dimanche et leur samedi dans des bistrots enfumés à boire un peu d'alcool, mais au contraire à avoir un accès à la nature. Donc la Société industrielle a acheté ce terrain en fait et a installé des animaux, donc c'était pas du tout la même collection animalière qu'aujourd'hui, mais les gens ont commencé à se promener dans ce parc et après au fil des guerres le zoo a été français, puis allemand, puis français et enfin c'est la ville de Mulhouse puis la CAMSA récemment, donc la communauté d'agglo qui en est devenue propriétaire et le zoo fait aujourd'hui 25 hectares. Alors plein d'espèces rares en captivité ici au zoo de Mulhouse, des bébés aussi récemment? Des bébés récemment, donc on a des petits tamarins de Geoffroy là, qui sont des minuscules primates, donc singes d'Amérique du Sud, et puis un cercopithèque de Leust, le nom est barbare mais l'animal est très joli, c'est un petit singe d'Afrique qu'on connaît pas beaucoup dans la nature parce qu'il est dans des forêts inaccessibles de par les problèmes de guerre qu'il y a dans ces pays, d'où l'importance justement de sauver une population en captivité et on est content, là il y a un bébé qui vient de naître, il est tout jaune contrairement aux adultes, ce qui permet à la maman et au groupe de ne pas toucher ce petit bijou qui a une couleur différente.
Et quel est l'avenir pour ces bébés? Ils vont rester, ils vont repartir en liberté, ils vont dans d'autres zoos? Dans d'autres zoos, oui. Alors donc aujourd'hui, on reproduit des espèces en voie de disparition. On va plus du tout les chercher dans la nature, et on a un coordonnateur qui gère en fait tous les mariages de ces animaux sur un point génétique. On veut éviter la consanguinité, et donc quand les animaux dans la nature on en marre de vivre avec papa ou maman, ou l'inverse, ils partent faire un autre groupe. Et nous, c'est notre rôle quand ils sont en âge d'aller faire leur vie ailleurs. Comme on connaît leur génétique, on connaît leurs grands-parents, etc., on va pouvoir aller les marier dans d'autres zoos pour qu'il y ait 0% de consanguinité. Donc à l'âge naturel de séparation avec les parents, ils sont envoyés dans un autre parc sans transaction financière. Est-ce que c'est envisageable, Pierre, de les remettre un jour en liberté? Alors pour l'instant non, parce que le milieu dans lequel ils vivent justement n'est pas encore protégé. Et le but justement de notre action sur le terrain, c'est de reproduire ces individus en captivité pour avoir de plus en plus de zoos qui ont ces individus en captivité, et avoir des fonds qu'on reverse directement sur le terrain. Alors par exemple, depuis maintenant 2-3 ans, on fait de la reforestation sur site. Donc on replante des arbres autour du petit îlot encore vivant où vivent ces animaux, et surtout on aide les populations locales à vivre mieux. C'est-à-dire qu'avant, elles allaient dans la forêt, elles coupaient du bois parce qu'elles n'avaient pas d'autres moyens de survie. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on leur permet d'augmenter par exemple leur culture de riz, en leur amenant des techniques nouvelles, en leur donnant du matériel, en leur expliquant comment on peut gagner énormément de techniques rizicoles, quoi. Et puis on essaye de payer aussi les instituteurs pour que les écoles soient encore viables et que les étudiants soient là, avec des programmes de sensibilisation au niveau des écoles. On fait aussi des pare-feux, c'est-à-dire que tous les villageois viennent avec nous et on organise des pare-feux. Donc le but, c'est d'éviter que le feu des savanes brûle la forêt, et tout ça, il faut l'expliquer aux villageois, il faut qu'ils viennent, ils adhèrent au projet, de façon à sauver ces lémuriens, mais sauver surtout le biotope et les menaces qui pèsent sur ce biotope, quoi. Pierre, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Il y a plein de choses, hein. Il y a le contact avec les animaux en permanence, il y a surtout les contacts avec les gens qui s'occupent de ces animaux sur le terrain. Il y a le fait aussi de recevoir des gens, hein. Il y a 300 000 visiteurs qui viennent, alors tous, je n'ai pas accès à tous ces visiteurs-là, mais expliquer aux gens ce qu'on fait, expliquer justement la mutation des parcs zoologiques. On n'est pas là pour montrer des animaux en cage comme on le faisait il y a 200 ans, ça c'est important puisque les gens adhèrent vraiment. Vous pensiez être là un jour, faire ce métier? Disons que oui, je voulais travailler avec de la faune sauvage, hein. En vétérinaire, j'ai tout de suite exclu le fait de travailler en clientèle. Je voulais travailler avec des animaux. Alors j'ai commencé à travailler sur le terrain, en Guyane française et puis au Gabon. Et puis après, j'ai trouvé cette place à Mulhouse parce que justement, je savais que Mulhouse allait me permettre d'avoir des liens avec des pays dans lesquels vivaient ces animaux-là. Donc je connaissais Mulhouse avant de venir et j'ai été très content d'arriver ici en 95 maintenant. Je commence à être un vieux de la maison. Découvrir le zoo différemment, c'est aussi possible grâce aux visites à thème. C'est gratuit, il vous en coûtera une entrée au zoo. Un animateur vous propose un voyage. J'ai testé pour vous la visite sur les régions indo-malaises. Tout un programme, et c'est David qui sera notre guide. Donc c'est une région qu'on appelle région biogéographique qui a des caractéristiques au niveau de la faune et de la flore assez particulières qui la différencient de l'Afrique et du reste de l'Asie. Comme son nom l'indique, on trouve la Malaisie, l'Indonésie, on trouve aussi l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, le sud de la Chine, les îles de Bornéo et de Sumatra. Et donc on va voir un petit peu tous les animaux qu'on y trouve, les types de paysages, etc. Et donc on va parler en particulier des gibbons. Ici on a les gibbons à favoris roux. Et donc, il se met la tête à l'envers. Et donc ces singes-là sont particuliers puisqu'ils ont des très longs bras. Ils se déplacent par ce qu'on appelle la brachiation, donc des balancements grâce à leurs bras dans les branches. Et malheureusement, ils sont également tous très menacés
puisqu'ils vivent donc dans les forêts tropicales, et donc les forêts tropicales sont généralement exploitées ou détruites. Il y en a un qui vient de passer en haut, donc en fait il lâche vraiment les branches et il se rattrape en vol, un peu comme Tarzan. Et donc c'est un type de déplacement assez particulier. En fait il est toujours très curieux. À chaque fois qu'on vient avec des groupes, avec des personnes, il se met toujours très proche et il regarde. Et donc là, je sais pas, il surveille le reste du groupe, donc il veut rester en contact avec le reste du groupe. Qu'est-ce qui me plaît, c'est que contrairement aux autres zoos, les enclos sont pas les uns à côté des autres, ils sont plus espacés, ça ressemble plus à un parc avec des animaux à l'intérieur. D'ailleurs, c'est un jardin botanique également. Et donc, du coup, je trouve que la promenade dans le zoo de Mulhouse est beaucoup plus agréable que dans d'autres zoos que j'ai pu voir, où on se sent un petit peu plus enfermé, en fait. Notez bien la prochaine visite sur les régions indomalaises avec David le 21 octobre à 14h30. Le rendez-vous est donné à l'entrée du zoo. Une autre visite à ne pas manquer autour de la botanique. Aujourd'hui, Véronique mêle plantes et mots d'auteur. Je la retrouve parmi les dahlias. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors vous êtes un peu Madame Plante, Madame Arbre, Madame Fleur de ce zoo de Mulhouse. Quelle est la particularité de cet espace, de ce zoo de Mulhouse? Alors la particularité par rapport aux autres zoos, c'est justement que ce n'est pas simplement un zoo, c'est qu'il y a une collection botanique et de plantes tout à fait remarquable. Et c'est cela qui fait effectivement, je crois, l'agrément de ce parc, c'est qu'il est en même temps zoologique et en même temps botanique. Là on est en plein milieu des dahlias, c'est la fin. Alors oui, c'est effectivement la fin de la collection des dahlias. Il faut savoir que le dahlia est une plante qui vient du Mexique et donc qui ne passe pas l'hiver chez nous. Donc on va l'enlever et à la place, il y aura des plantes à bulbes qui vont être mis en terre et qui fleuriront au printemps. Alors je dirais qu'il y a des arbres remarquables qui sont en fait un épicéa bicolore qui est particulier parce qu'il est très vieux et a sans doute été un des premiers introduits en Europe. Il y a un noisetier de Byzance qui est aussi extraordinaire, c'est le seul noisetier qui devienne un arbre. Et il y a un thuya géant qui est magnifique aussi. En fait, des arbres qui ont été plantés en 1867 par le paysagiste qui a créé le parc et donc qui sont maintenant de véritables monuments. Le jardin est visible toute l'année et même encore en fin de saison puisqu'il y a tous les arbres qui changent de couleur et là, le spectacle est féerique. Toutes ces fleurs me rappellent que j'ai rendez-vous avec Jean-Paul pour une leçon de jardinage. Alors on le retrouve tout de suite dans son jardin à Mulhouse. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Je Caroline. vous surprends en flagrant délit de fraises. De plantation de fraisiers, Comment tout ça, à fait. C'est l'époque pour faire ça. C'est l'époque, il y a deux périodes. Hein. Il y a bien sûr le mois de septembre, octobre, et puis il y a aussi le printemps. Alors là, on gagne bien sûr du temps puisque ces fraisiers vont bien s'implanter. Ils seront déjà bien développés aussi au printemps, et puis ça produira tout de suite. Alors, vous savez Caroline qu'il y a deux types de fraisiers. Il y a des fraisiers qu'on appelle remontants, il ne faut pas confondre avec grimpants. Hein. Ça veut dire que la production est étalée. Hein. Il y a une production par an, non plusieurs productions par an plutôt étalées. Et par contre, il y a les non remontants, ça c'est le cas, moi j'aime bien parce que c'est une seule production mais très importante. Une seule production par an très importante. Et il suffit, si on veut vraiment faire de la confiture ou garder donc les fraises, hein, de mettre plusieurs variétés. Comme ça, vous aurez des grosses productions à partir de juin. Vous en aurez jusqu'à mi-juillet selon les variétés. Et là, on peut en planter jusqu'à quand alors? Donc on va les planter quand même avant la mi-octobre, hein, pour qu'ils aient le temps de bien s'implanter. L'avantage maintenant de la saison, c'est que la terre est encore suffisamment chaude, hein, pour permettre une bonne implantation. Et puis normalement, il devrait y avoir quelques pluies qui vont aider au développement. Mais c'est un peu sec, hein, cet automne. On va peut-être la faire, la danse de la pluie. Oui. Juste, comment est-ce qu'on choisit un Alors bon là, plan? là, on a bien choisi parce que souvent les plantes fraisiers sont dans des petites mottes très dures d'ailleurs qui ont du mal à se défaire une fois en terre. Donc je vous conseille plutôt de regarder, d'acheter des fraisiers qui ont des mottes grandes déjà, ça prouve qu'ils ont un gros système racinaire et qui sont pas durs justement, qui vont pouvoir bien s'ouvrir pour que les racines puissent s'étaler. Ce qui est important Caroline, c'est de les espacer suffisamment, c'est-à-dire 30 cm, c'est l'espacement qu'il doit avoir entre deux fraisiers. Elle est loin, la période où on va récolter ces fraises. Oui, mais vous savez que le temps passe très vite. Surtout avec vous. Mais bon, si vous êtes pressé de récolter, ce que je vous propose, Caroline, c'est de récolter des légumes. Maintenant, on va passer dans une autre plate-bande pour récolter du panais. Parce que je sais que vous aimez le poisson panais et les escalopes panais aussi. Le panais, celui qui mangera du panais. Exactement. C'est très sympa
sympa de voir des légumes qui reviennent, parce que le panais, c'est un légume qui revient. Qui est parti et qui revient. Il était parti en vacances et il revient. Et il revient. C'est vrai qu'il a été un peu oublié. Enfin, c'est vrai qu'on redécouvre ce genre de légumes qui est très intéressant, légumes d'automne, hein, légumes de conservation. Le panais, vous voyez, ça c'est le panais de Guernesey, parce qu'il existe pas mal de variétés. Celui-là, il y en a qui sont plus gros, bien sûr. Ils ont donc cette robe qui est un peu comme ça, qui est jaune pâle, hein, une chair qui est de la même couleur et qui a... Je trouve que le goût de la chair, c'est un bon mélange entre le céleri et le navet. Enfin, c'est vraiment un légume qui est excellent pour tout pot-au-feu. Hein, c'est ça, il faut absolument en mettre un, pour aussi faire des potages. Alors, vous pouvez bien sûr, quand vous les déterrez, les consommer immédiatement, hein, ça, il n'y a aucun problème. Comment on peut aussi les garder. Et si vous avez une cave fraîche, hein, donc ça, les petites racines aussi, ça, on peut les enlever. Vous alignez, vous récoltez, donc vous sortez tous vos panais, vous les mettez dans une cassette qui est remplie de sable, dans une cave fraîche. Maintenant, il faut savoir, Caroline, qu'ils sont assez résistants au froid, c'est-à-dire on peut les laisser vraiment très longtemps. Moi, ce que je vais faire, même ici, c'est que je vais couper plus tard le feuillage et puis je vais mettre de la paille carrément sur les panais, ce qui évitera à la terre de geler, ce qui me permettra de poursuivre les récoltes. Et on peut les congeler si on n'a pas de cave? On pourrait, oui, mais il faudrait mieux alors préparer déjà, les réduire, les nettoyer, les préparer, les réduire en cubes hein, et absolument les mettre après dans le congélateur. Bon allez, c'est parti, c'est ce que je vais faire, j'ai pas de cave. On se retrouve la semaine prochaine? Oui, absolument. Puis moi je vais continuer à en sortir quelques-uns que vous pourrez garder, manger, bien sûr, manger tout de suite ou congeler si vous voulez. On se fait un pot-au-feu. Hein? On se fait un pot-au-feu. Ouais. Non, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas prêt. Les anniversaires, on les propose pour les enfants de 5 à 12 ans. Et on propose la formule de choisir parmi 4 continents. Vous avez l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Europe. Et donc les enfants passent généralement entre 2h30 et 3h avec moi et avec les autres soigneurs pour le nourrissage des animaux. Ils ont le droit de nourrir les animaux. Bon, pas tous, hein. Bien sûr, il n'y a que les pélicans et les singes. Le fait de pouvoir donner à manger, donc là ils sont vraiment acteurs de l'anniversaire et ça leur plaît énormément. Alors les garçons, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui comme animal? Tigre, lion, pélican, singe. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Si comme Loïc, vous avez envie d'inviter vos copains au zoo, il suffit de réserver, mais attention, il faut s'y prendre à l'avance. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous irons à Rigvire. Pour revoir l'émission, c'est sur le www.alsacevin.tv. Ciao!